Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Le gouvernement et Barrick Mining Corporation parviennent à un accord global. Le géant minier Barrick Mining Corporation a annoncé ce lundi qu'ils ont finalement conclu un accord global avec le gouvernement du Mali. Un accord qui met fin à l'ensemble des différends liés aux mines de Loulo-Goukonto. Selon Barrick Gold, les accusations visant donc les sociétés et ses filiales et ses employés seront donc abandonnés par les autorités et l'administration provisoire ou bien effectivement imposée au complexe minier aussi sera levée. Le groupe va reprendre le contrôle de l'exploitation de cette mine, ce qui a fait l'objet de différends entre ce groupe et le gouvernement malien depuis plusieurs mois. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Prosper Abouklou. Finalement, apparemment, les négociations de couloir ont pu marcher et chacun va abandonner ses charges et on va revenir à de meilleurs sentiments. Le groupe minier reprend le contrôle de ces mines maliennes et finalement il y a eu un accord avec le gouvernement selon ce communiqué publié ce lundi. Oui, il faut préciser que le groupe minier Barrick Mining Corporation a accepté les conditions du gouvernement malien et je suis content que c'est une fois passant qu'on parle plus positivement donc des affaires du Mali que de parler des groupes djihadistes. Je pense quand même que c'est depuis 2023 que le gouvernement malien a changé un tout petit peu le code minier. C'est à partir du code minier que le gouvernement malien a révisé, qui a posé ce problème-là, parce que dans ce code, l'ancien code, il y a tellement de non-dits, de faveurs et de négligence de la part donc de ces sociétés minières qui viennent exploiter et ils ramènent les fonds ailleurs et ne participent pas au développement du pays, enfin des localités où ils exploitent. Et si vous voyez à peu près, ce sont des mines d'or, et l'or représente quand même quelque chose de très important, un marché très important. Et vous savez, le fait est parti, le changement du code minier est survenu au moment où les demandes chinoises étaient tellement importantes sur le marché mondial donc de l'or. Et à partir de là, le gouvernement malien a trouvé la solution de pouvoir, comme on appelle, arrêter un tout petit peu les dérives qui consistent à pouvoir exploiter les mines en Afrique, à recruter des étrangers, à abandonner donc les autochtones, à refuser même comme on appelle, de se servir auprès des fournisseurs locaux, à acheter plutôt les main-d'œuvre à l'extérieur. Donc, le gouvernement malien, je crois quand même, a été très intelligent. C'est là où je salue le patriotisme de ce gouvernement, Assimi Goïta et les autres, qui ont pris sur eux de réviser ce code-là qui donne plus d'avantages à ceux qui viennent exploiter que ceux qui doivent en profiter. Et vous voyez à peu près. Et retenez, le gouvernement malien, au départ, avait annoncé que la révision de ce code minier va lui ramener au moins 500 millions, je dis milliards de dollars, non, de francs CFA. De francs CFA par an. Vous voyez à peu près ce que ça peut couvrir, alors qu'avant, ce n'était pas là. Et aujourd'hui, le gouvernement malien, en refusant plutôt le code minier, a imposé un certain nombre de règles que aujourd'hui Barrick Mining Corporation a accepté. Sinon, on ne reviendra pas dessus. C'est vrai que ça fait quand même comme on appelle, des frustrés, mais il faut revenir et comme on appelle, régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, le gouvernement malien demande à ce que, au moins dans le code minier révisé, 10% comme on appelle, de part qui revient gratuitement.
ça là, c'est les 10% là, l'État malien le profite, les profite gratuitement. Et ensuite 20% de participation. Et il demande également 5% pour les privés. Donc vous voyez à peu près, tout ça là, ça rentre dans, comme on appelle, le progrès, et ça rentre dans le renflouement des caisses de l'État malien pour pouvoir assumer le développement. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, on est sur la bonne piste, et moi j'ai, comme on appelle, remarqué et félicité la ténacité du gouvernement malien qui n'a pas pu fléchir et être influencé donc par les responsables donc de Barring. Et aujourd'hui, je crois quand même que chacun, même si les choses ne vont pas reprendre aujourd'hui, c'est en 2026, chacun est revenu à de bons sentiments, surtout ceux qui viennent exploiter les mines chez nous. Et ça, c'est un exemple pour tous les pays africains. On reviendra justement sur donc je crois quand même que c'est une appréhension que moi j'ai acceptée, que j'ai appréciée, et qui aujourd'hui fait valoir réellement l'autonomie de l'Afrique sur ses propres richesses. On ne peut pas vivre dans un pays ou sur des terres où on a plein de minerais, de richesses, et qu'on soit pauvre. Et là, aujourd'hui, je crois quand même que l'argent qui rentre déjà, on a dépassé même les 500 millions, 547 millions, je crois, et autres là-dedans. Aujourd'hui, le gouvernement malien est à féliciter. Maintenant, il faut qu'on mette en place des structures de surveillance, des gens qui soient capables, qui ne soient pas corrompus, pour tromper la vigilance donc des autorités. Donc à partir de là, je crois que on en serait à pouvoir développer nos pays à partir de nos propres richesses. Merci beaucoup. À vous Prosper, à vos clous, Daimou Body, il y a de cela un an, un peu plus, c'était en septembre que cette affaire a commencé avec l'arrestation de certains dirigeants de Barrick Gold au Mali. Le bras de fer s'était engagé entre cet exploitant minier et le gouvernement malien sur la gestion de la mine de Loulo-Boukonto. Le gouvernement malien, avec la révision du code minier, a voulu avoir plus qu'il n'en avait, et Barrick Gold n'avait pas accepté, plusieurs mécanismes ont été déclenchés, le bras de fer s'était installé depuis plus d'un an, comme je le disais, mais finalement, les deux parties sont parvenues à un accord global. Oui, dans cette situation, en fait, Barrick Mining n'était pas fautif, le gouvernement malien n'était pas fautif, c'est les gouvernements précédents là qui ont signé ces accords qui nous ont mis dans cette situation. Déjà, vraiment, le gouvernement actuel du Mali est à féliciter. Ce gouvernement est à féliciter pour cette initiative. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des richesses qui appartiennent au sous-sol malien. Des investisseurs viennent pour exploiter ces richesses, et c'est les investisseurs-là qui s'en sortent gagnants, beaucoup plus même que l'État. Alors qu'on oublie que demain, si on n'a plus ces ressources, l'investisseur va se déplacer et aller vers un autre pays, mais c'est nous qui avons perdu de nos ressources. Donc, le contexte est que il y a eu des accords précédents d'exonération de taxes et d'impôts entre le Canada et le Mali. C'est-à-dire que les entreprises maliennes installées au Canada vont payer les impôts au Mali. Les entreprises canadiennes installées au Mali vont payer les impôts au Canada, mais de vous à moi. Combien d'entreprises... On avait évité ce qu'on appelait la double imposition. Voilà. Oui, mais soyons sérieux. Combien d'entreprises maliennes, c'est-à-dire que travaillent aujourd'hui au Canada? Et c'est pareil pour beaucoup de pays. Hein. Il n'y a pas que le Canada seul. Il y a des pays occidentaux qui ont signé ces accords. Les pays occidentaux, c'est comme ça qu'ils font. Voilà. Mais moi, je pense que le Mali a été très vigilant parce que c'est des milliards qu'ils ramènent chez eux, et ça constitue même parfois à des fraudes fiscales. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas au Mali, on ne déclare même pas exactement au Canada, et donc c'est les gens qui s'enrichissent illicitement. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que la gestion est très opaque au niveau de ces compagnies. C'est-à-dire ces compagnies, c'est elles qui déclarent maintenant combien elles ont exploité et leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un contrôle assez efficace pour permettre à celui à qui les richesses appartiennent de pouvoir savoir exactement la quantité d'or exploitée. Et le troisième point, c'était les parts, la participation de l'État malien. Donc généralement en Afrique, les pays c'est entre 5 à 10%. Personne ne dépasse en général 10%. Mais le Mali a réussi
à aller jusqu'à 35%. Ça dit que 30% pour le gouvernement. 20% pour la part du... Bien sûr. En général, ça va être 35%. Voilà. 30% pour le gouvernement et 5% pour les acteurs privés. Donc, je pense que c'est un exemple à copier pour beaucoup de pays. Et ça fait, on dit aujourd'hui qu'il y a une valeur ajoutée de près de 600 milliards de francs CFA pour le gouvernement malien. Et donc, quand on voit cette somme, quand on voit des pays, je prends par exemple l'État togolais où je maîtrise notre budget, qui est à plus de 2000 milliards. Donc, 600 milliards dans 2000 milliards, ça fait quand même assez. Donc, ça fait vraiment un tonus ou bien vraiment un ouf de soulagement pour ces pays. Et derrière, il faut vraiment, comme le doyen le disait, qu'il y ait des mécanismes assez sophistiqués pour permettre une gestion efficiente de ces ressources pour le grand bonheur des populations et surtout pour favoriser le développement de nos pays. Et je pense que le système, en tout cas, la façon dont le Mali s'est comporté dans cette situation a été très exemplaire. Vous savez, ils ont quand même un peu violé la loi parce que il y avait eu des accords. Qu'on ne peut si pas... on veut s'en tenir à la loi, ben, finalement, on n'aurait pas pu faire ça. Oui, on n'aurait pas pu faire ça. Mais il faut quand même reconnaître que, comme je le dis, la société Barrick Mining n'était pas aussi fautive dans cette histoire. C'était des accords. Et on dit en droit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Et donc, ça s'imposait. Et au niveau de l'État malien et au niveau de Barrick Mining. Je pense qu'après, bon, finalement, il faut négocier avec l'arme dans la poche. Donc, je pense que la négociation... C'est des militaires qui sont là-bas. Voilà. Donc, la négociation a abouti. Aujourd'hui, les Maliens ne peuvent que applaudi et j'espère vraiment donc que beaucoup d'autres pays africains leur emboîteront le pas. Vous nous faites une très bonne transition d'ailleurs pour parler peut-être des répercussions d'une telle décision sur les autres pays, parce qu'on sait que le Mali n'est pas le seul à vouloir renégocier ses contrats miniers, à revoir son code minier. Certains pays, je voudrais parler du Sénégal, je veux parler du Niger, je veux parler du Burkina, je veux parler de la Guinée et plein d'autres. En tout cas, du Togo. Justement, on s'est envie peut-être, certains l'ont annoncé clairement qu'ils vont renégocier les contrats miniers, d'autres également l'ont engagé. Il y a souvent des bras de fer entre ces pays et les exploitants. Est-ce que ça constitue un bon antécédent pour ces pays, Prosper ?